Et il me faut une troisième main. 13 erreurs de débutants que tu veux éviter à tout prix quand tu te lances en investissement immobilier. On est parti! Cher client immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 13 erreurs de débutants à éviter à tout prix si tu te lances dans l'investissement immobilier. Donc même si tu t'es déjà lancé, regarde cette vidéo et assure-toi que tu n'en as pas commis une. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne, tu as le bouton sous la vidéo avec la petite cloche à activer pour être alerté à chaque fois qu'on sortira une prochaine vidéo. Tu as également tous les liens pour aller plus loin avec nous dans la description de la vidéo, tout se passe en dessous, je te laisse y jeter un œil. Et commençons donc tout de suite avec la première erreur qui est d'écouter les personnes qui n'ont pas investi et qui veulent te dire comment faire. Tu vois très bien de quoi je parle, c'est ces personnes qui savent tout mieux que tout le monde, c'est l'oncle Ben, l'oncle Charlie, je sais pas quoi. Oui mais tu sais, les locataires ça paye pas et moi je connais un ami qui a loué son bien. Le locataire il a dégradé l'appartement et en plus tu te fais rattraper par les impôts et puis de toute façon les banques elles prêtent plus et puis les taux ils augmentent et puis c'est l'inflation, c'est la crise, l'immobilier c'est pas stable. Voilà bref, toutes les raisons sont bonnes. Et même parfois des personnes qui ont investi mais qui l'ont pas fait de la bonne manière, qui se sont vraiment retrouvées avec des problèmes. Désolé, je vais être trash, mais qui les ont cherchés en fait ces problèmes parce que tu attires les locataires que tu mérites. Elles veulent te donner leur retour d'expérience, donc n'écoute pas ces personnes, ok? Si tu es là, c'est pour te former, tu as vu des résultats qui t'intéressent, tu as vu que c'est possible, ok? Et c'est ce que je veux te montrer, ce que je m'efforce de te montrer un maximum au travers de cette chaîne. Donc reste focalisé là-dessus et mets des œillères un petit peu sur ton entourage qui finalement te veut juste du bien, mais ils projettent leur propre peur ou leur propre expérience qu'ils n'ont pas forcément eu sur toi pour te protéger. Deuxième erreur, et ça je le vois tout le temps, c'est le fait de dire oui mais je peux pas me lancer, il faut que j'aille voir ma banque d'abord, je vais voir mon conseiller pour voir combien il peut me prêter. Ah mon conseiller m'a dit que je peux emprunter 150 000 €, du coup je suis limité. Tu n'es pas en train d'acheter ta résidence principale, donc ça sert à rien d'aller voir ta banque avant de te lancer. Si tu vas acheter ta résidence principale, en effet la banque pourra te dire voilà monsieur, madame, vous gagnez tant et tant, du coup on peut vous prêter tant et tant, centime près ils pourront te dire ça à la limite, en fonction de ton taux d'endettement, etc. Mais en cas d'investissement locatif, il y a d'autres critères qui entrent en compte. Il y a la rentabilité du bien, il y a combien de loyers ça va générer. Et changeons les rôles 2 minutes, admettons que voilà, tu es le banquier et puis je suis l'investisseur qui vient te voir et je te dis bonjour, je veux investir, combien vous me prêtez? La première question que tu vas vouloir me poser, c'est oui, mais vous investissez dans quoi? Quel projet? Combien ça génère? Où est-ce que c'est placé? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va prendre de la valeur? Puisque on parle d'investissement. Si je te demande 150 000 € et que ça génère 500 € de loyer, tu ne me les prêteras pas aussi facilement que si je te demande 150 000 € mais que ça génère 1 500 € de loyer. Il y a une grosse différence et en fonction du projet que tu vas présenter, le financement va être plus ou moins simple. Alors bien entendu, tu ne feras pas forcément aller présenter des projets à 500 000, 1 million si ta situation ne le permet pas, mais tu peux emprunter beaucoup plus pour du locatif que ce que tu peux emprunter seul pour ta résidence principale. Troisième erreur, ne pas définir sa stratégie en fonction de son objectif à soi. On voit tout aujourd'hui sur internet, oui, il faut faire des immeubles, il faut faire de la location courte durée, il faut faire de la sous-location, il faut faire on a vu tous les trucs exotiques possibles. Reste focus sur ton objectif, qu'est-ce que tu veux? Ok, ce que tu veux c'est générer de la rente, c'est peut-être créer un complément de revenu de 1 000 € par mois d'ici 2 ans. Quelle est la façon la plus rapide de créer ça? Ok, peut-être que la location courte durée va le permettre. Peut-être que dans ton secteur, la location courte durée, ça marche pas. Et du coup, c'est pas parce que quelqu'un te dit que la location courte durée, c'est bien que ça marchera dans ton secteur. Donc, peut-être que dans ton secteur, c'est plutôt les immeubles de rapport. Peut-être que c'est plutôt les grandes maisons que tu vas pouvoir mettre en colocation ou diviser. Analyse ton secteur et reste focus sur ta stratégie à toi et arrête de t'éparpiller. Quatrième erreur, ça rejoint un petit peu celle d'avant, c'est rechercher n'importe quel type de bien, n'importe où et s'éparpiller. Tu veux focaliser tes efforts sur un secteur, 1 ou 2 villes maximum où tu vas vraiment pouvoir y aller à fond, devenir la star de ce secteur. Cinquième erreur, croire que mettre en place des alertes Le Bon Coin, c'est suffisant. Je te le dis directement, c'est pas suffisant. Tout le monde met des alertes en place. Trop souvent j'entends oui, mais je trouve pas, pourtant j'ai mes alertes en place. C'est pas suffisant, ok? Tu veux te créer ton réseau, tu veux créer ton réseau off-market, tu veux communiquer, tu veux faire des visites et tu veux être dans l'action. Tu veux pas juste être assis sur ton canapé à attendre que d'un coup il y ait une opportunité qui toque à ta porte. Hey, je suis là, achète-moi. Les biens sur Le Bon Coin, c'est déjà trop tard en fait. Sixième erreur, vouloir négocier sans préparer sa négociation. Avant de négocier, il y a des questions à poser. Tu veux savoir pourquoi le vendeur y vend, tu veux savoir depuis quand il est propriétaire, tu veux savoir avec qui tu négocies, est-ce qu'il y a déjà eu des offres d'achat. Donc tu veux préparer au mieux ta négociation, comprendre les enjeux du bien avant d'y aller tête baissée. Plus tu as d'informations, plus tu as de cordes à ton arc,
pour négocier. Et septième erreur, en restant dans la négociation, croire que sous prétexte qu'on a beaucoup négocié, c'est une bonne affaire. S'il y a un bien en vente à 150 000 € et que tu négocies 30 000 €, félicitations, tu l'achètes 120 000 €. Mais si à côté il y a un bien qui est en vente à 100 000 € et que je négocie pas du tout le même bien, et ben finalement j'achète toujours 20 000 € moins cher que toi. Donc c'est pas sous prétexte que tu as beaucoup négocié que c'est forcément une bonne affaire. Donc reviens aux chiffres, reviens à la rentabilité, à la valeur locative, à la valeur patrimoniale, etc. Quelle est la valeur réelle de ce que tu achètes? Et à ce moment-là, tu sais oui ou non je fais une bonne affaire. Huitième erreur, faire confiance à un seul artisan pour estimer ses travaux. Souvent, on nous recommande un artisan qui a fait du bon travail, etc. Mais c'est pas parce qu'il a fait du bon travail que forcément c'est le meilleur pour chiffrer les travaux, que c'est celui qui a les meilleurs tarifs, etc. Donc si tu fais confiance à une seule personne et que cette personne te dit il y a 50 000 € de travaux, tu vas te dire ok ouais bah, c'est trop cher, le projet n'est pas rentable. Mais peut-être qu'un autre artisan te l'aurait chiffré à 40 000 et que là il y aurait vraiment eu du potentiel. Donc ce que tu veux c'est t'entourer de plusieurs personnes. Si tu dois faire passer un artisan pour estimer tes travaux, etc. Compare et renseigne-toi avant. Renseigne-toi sur qui est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a l'habitude de faire du locatif? Est-ce que ses prix sont bons, etc. Sinon, bien entendu, tu peux aussi utiliser certains outils comme le calculateur de travaux d'Immomillion que tu retrouveras dans la description, ou sinon mets-nous un commentaire si tu veux ton exemplaire du calculateur de travaux. C'est un calculateur qui te permet d'estimer toi-même tes travaux, de faire toi-même ton devis. Ça te fait gagner du temps, tu n'attends pas tes devis pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, ne fais pas confiance à une seule personne. Neuvième erreur, ne pas intégrer son notaire dans la vente. Tu veux systématiquement intégrer ton notaire. Donc soit c'est ton notaire qui fait toute la vente, ou soit souvent le vendeur il a déjà son notaire et à ce moment-là, tu as totalement le droit d'inclure également ton notaire. Il peut y avoir 13 notaires dans une vente. C'est pareil, les frais ne sont pas supérieurs, les notaires se partagent les frais entre eux. Donc s'il y a deux notaires, c'est un cas qu'on retrouve souvent, ils se partageront les frais entre eux. Et bien entendu, un notaire est un officier de l'État, donc il est neutre, enfin il est censé être neutre. Mais dans une vente immobilière, il y a toujours des décisions à prendre. Parfois, il faut trancher, plutôt en faveur du vendeur, plutôt en faveur de l'acquéreur. Ton notaire, s'il a l'habitude de suivre en plus sur plusieurs opérations, toutes mes opérations, je les ai fait avec le même notaire. À un moment, il sait, voilà, quand Monsieur Knoschel il arrive, il sait déjà ce que je veux dans le compromis, il sait déjà comment je fonctionne, etc. On est rapide, on est réactif entre nous parce qu'il a l'habitude de me suivre. Donc, aie ton propre notaire. Dixième erreur, très importante au niveau de la banque du crédit immobilier, négocie un différé ou une période d'anticipation. Négocie le fait que pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu ne rembourses pas tout de suite le crédit. Par exemple, si tu fais un crédit de 100 000 €, et sur 20 ans, tu vas faire 20 plus 2 ans d'anticipation. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vas payer peut-être que des intérêts sur ce que tu as emprunté. Ça te permet de faire tes travaux, ça te permet d'encaisser tes premiers loyers, de te mettre un fonds de trésorerie de côté. Donc ça, c'est hyper important, négocie bien ça. 11e erreur, on passe à la partie travaux. C'est le fait de faire les travaux soi-même. Alors attention, je vais faire une petite parenthèse. Je dis pas qu'il faut pas du tout faire les travaux soi-même. Quand tu fais les travaux soi-même, tu vas gagner de l'argent, c'est sûr, ok? Tu seras systématiquement moins cher si tu fais les travaux toi-même. Par contre, pendant que tu fais les travaux, ta tête, elle est uniquement dans les travaux. Je sais pas si tu as déjà fait les travaux de rénovation, je l'ai fait sur mes premiers projets. Tu penses qu'à ça, tu n'as plus le temps de rechercher des biens, tu n'as plus le temps de n'importe quoi, tu n'as plus de vie, tu es à fond dans tes travaux. Et soit tu dis, ok, je me prends plus de temps et du coup, tes travaux s'éternisent. Ou soit tu te dis, ok, je me mets à fond dedans et à ce moment-là, tu ne penses plus à rien d'autre. Si aujourd'hui, tu as pour projet d'enchaîner les biens, d'acheter plusieurs projets l'un après l'autre, etc., même si c'est un projet par an, tu n'as pas le temps en fait de faire les travaux toi-même. Donc, délègue les travaux, ça te coûtera un petit peu plus cher, mais finalement, tu loueras plus vite, donc tu rentreras des loyers plus vite, les travaux seront bien faits, tu es sûr de ce qui sera fait. Il y aura une garantie sur les travaux, la garantie décennale, etc. Il y a énormément d'avantages à déléguer les travaux, surtout si tu as pour projet d'enchaîner les biens. 12e erreur, c'est le fait de, justement, quand tu délègues tes travaux, de ne pas suivre ton chantier de près. C'est pas sous prétexte que tu délègues tes travaux que tu peux te relaxer et puis tout le monde gère tout. À moins que tu as vraiment une bonne équipe, ça peut arriver. Mais tu veux montrer ta présence parce que les artisans aujourd'hui ils sont débordés tous c'est une réalité, ils sont tous débordés. Ils sont chez celui qui met le plus la pression. Si demain il y a un autre client qui met plus la pression que toi, malheureusement les artisans iront là-bas. Suis ton chantier de près. Là en semaine 18, il y a le plâtrier qui doit venir. Semaine 19, il y a le peintre qui attaque et l'électricien qui termine également. Donc semaine 19, j'appelle les artisans, ok, où est-ce que vous êtes? Tu fais des visites de chantier, tu montres ta présence. Il ne faut pas que ce soit le chantier fantôme. Et 13e erreur, c'est le fait de ne pas optimiser ta fiscalité, de ne pas prévoir dès le début ta fiscalité dès que tu trouves le bien, puisque tu le sais, je te l'ai déjà dit, un investissement peut être totalement rentable dans un type de fiscalité et peut te faire perdre de l'argent dans un autre type de fiscalité. Donc optimise bien ta fiscalité. Voilà les 13 erreurs, il y en a sûrement encore plein d'autres, mais les 13 erreurs principales que j'aurais bien aimé
aimé savoir à mes débuts. J'en ai fait de mon côté, j'ai fait des travaux moi-même, j'ai pas optimisé ma fiscalité, j'ai pas forcément négocié les bonnes conditions à la banque, j'ai perdu du temps parce que j'ai pas analysé mon secteur, etc. Cette vidéo a plein de valeur. Reviens au début s'il le faut, regarde bien, assure-toi que tu fasses pas ces erreurs. Crois-moi, ça va te faire gagner du temps. Si tu as apprécié ça, fais-moi exploser la barre des pouces bleus, mets-moi un commentaire si tu as la moindre question ou si tu veux me partager une autre erreur que tu as commise. On va faire un petit jeu, tiens. Mets-moi dans les commentaires une erreur que tu as commise quand tu as débuté ou une erreur que tu as failli commettre en débutant par exemple. Pour aller plus loin avec nous, pour être sûr justement de ne pas se tromper, aujourd'hui Immomillion, on propose des accompagnements personnalisés, donc on est spécialisé là-dedans. On te prend par la main à travers ces différentes étapes pour s'assurer que tu ne fasses pas d'erreur, pour s'assurer qu'on avance ensemble étape par étape. Et donc pour avoir un avant-goût de ça un petit peu, je t'ai préparé une formation offerte que tu vas pouvoir retrouver dans la description. C'est la méthode Arnato. Si tu veux parler directement de l'accompagnement de notre offre de coaching, tu as également le lien pour réserver un appel avec nous. Je te laisse y jeter un œil et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!